Le point de départ, c'est quand même qu'on a un État défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on n'a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer ? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème-là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. La matinale Tocsin, 8h-10h, à la volée. Et nous retrouvons notre invité à la volée, Samy Biassoni. Bonjour Samy Biassoni. Bonjour. Et je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes docteur en philosophie de l'École normale supérieure, professeur chargé de cours à l'ESSEC, conférencier. Vous avez dirigé l'essai Malaise dans la langue française, très important. Et après la déconstruction chez Odile Jacob, le dictionnaire du progressisme aux éditions du Cerf. Et donc vous présentez un livre. Je vais vous dire un livre que j'attendais. Je crois que beaucoup attendent. On va y revenir tout de suite, qui s'intitule Le statistiquement correct. Qui revient, mais qui ne parle finalement pas que du statistiquement correct, mais même en fait de la déraison des données quantitatives en général dans notre société. D'ailleurs, avec une postface de Michel Onfray qu'on recevait il y a peu de temps ici sur Tocsin et qui publie également un livre. On parle de cette déraison un peu, on va dire, de notre ère moderne, on va dire. Alors, pour décrire un peu votre livre, vous critiquez le statistiquement correct qui finalement défigure le réel, apporte des données qui ne sont pas du tout représentatives. Et moi, je vais rajouter qu'il y a une forme de malaise aujourd'hui. Et je travaille beaucoup sur cette question de malaise. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ne se reconnaissent pas dans ces chiffres. Et finalement, on veut toujours tout faire entrer dans les chiffres. Et c'est une des raisons du malaise de notre société moderne. Alors, Samy Biassoni, d'abord, merci pour ce livre. Et puis, vous commencez comme ça votre introduction. Vous revenez dans votre introduction sur cette expression des gouvernements pendant la période Covid. On peut discuter de tout sauf des chiffres. Et vous, justement, vous reprenez en disant, si, justement, il faut discuter des chiffres parce qu'ils sont bien trompeurs. Voilà comment j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord en quoi vous considérez que cette statistique et ces chiffres, plus généralement, sont trompeuses, en quoi on ne peut pas réduire finalement le réel dans un chiffre ou dans une statistique. Puis après, on va montrer comment on est arrivé à cette ère des statistiques aujourd'hui qui sont de plus en plus présentes et qui sont là aussi pour asseoir une politique. Absolument. Alors, effectivement, vous le soulignez, c'est un sujet essentiel dans nos démocraties. Je vais peut-être commencer par l'explication du titre, très rapidement. Ce que j'appelle le statistiquement correct, et qui est pour moi différent du correct statistiquement, oui. C'est finalement un peu comme le politiquement correct. Ici, c'est un chiffre. Dans le politiquement correct, c'est un mot, une locution, qui a tous les atours du vrai, qui a tout le confort du vrai, qui en a la saveur, mais qui en réalité cache le réel. Lorsqu'on utilise des périphrases dans le politiquement correct, on masque le réel. On ne le décrit pas, justement. Le statistiquement correct a tous les atours, et donc c'est comme typiquement les chiffres du chômage. Vous dites que le chômage a baissé de 20%, mais de quel chômage parlez-vous ? Le chômage de catégorie A, de catégorie ABC, un autre. L'inflation, tout le monde dit, mais attendez, l'inflation c'est n'importe quoi, vous nous dites 5%, 6%, et nous on le ressent à 30%. Exactement. Oui. Alors c'est pas forcément n'importe quoi, il n'y a pas forcément d'intentionnalité, mais simplement la statistique est une science exigeante et elle nécessite beaucoup d'hypothèses, et ces hypothèses sont rarement spécifiées. Ne l'étant pas, elles induisent le malaise que vous décrivez, c'est-à-dire ce sentiment finalement de décalage entre les chiffres qu'on nous présente et notre perception du réel. C'est une des composantes du problème. Alors, pourquoi effectivement ce statistiquement correct existe ? À mon sens, et c'est le propos que je défends dans l'ouvrage, pour 3 raisons. La première, c'est la malignité. Un certain nombre d'agents, notamment dans le débat public, ont intérêt à manipuler ou à utiliser des chiffres qui les arrangent. Évidemment. Et je vais vous dire, je vais me mettre dedans. Dans mon quotidien, parfois, j'ai la malhonnêteté intellectuelle de simplement parler du chiffre qui convient bien à ma vision du monde. On est tous un peu comme ça. Oui. Sauf que... Vous le dites, d'ailleurs, les médias sont les premiers, alors qu'on devrait justement faire l'effort d'eux, on est les premiers à se faire avoir à ce petit jeu. Absolument. Dans le cas des médias, il y a une responsabilité. Dans ma conclusion, j'en appelle à la responsabilité statistique. Ce que fait le citoyen et ses petits arrangements avec le réel dans sa vie privée, effectivement, c'est condamnable, mais c'est quand même d'une toute autre nature. Donc la première raison, c'est la malignité. La deuxième raison, c'est l'incompétence. La statistique est un art
complexe, je l'ai dit. Et donc, très souvent, pour comprendre un chiffre, il faut en revenir, et ça a été tout le travail que j'ai essayé de produire dans cet ouvrage, aux travaux académiques. Et donc aux travaux très arides des scientifiques, pour comprendre véritablement comment une métrique a été produite. Donc effectivement, en tant que citoyen, nous n'avons pas le temps de faire cela à chaque fois qu'on nous propose un chiffre. Ça, c'est le deuxième élément. Donc c'est technique comme discipline. Et le troisième élément, c'est par négligence. En fait, et c'est une conséquence de la complexité de cette science, si dans le débat tout de suite, vous me proposez un argument et que je vous réponds par un chiffre, nous n'aurons pas l'occasion, là, en direct, d'aller vérifier tout ce qui fonde ce chiffre. Et donc, nous allons négliger la vérification. C'est une prophylaxie un peu naturelle chez les individus, et elle explique pourquoi nous manipulons autant de chiffres qui sont viciés. Oui, d'ailleurs, vous le dites très bien dans votre livre. Vous dites le problème aussi, c'est qu'une fois qu'on a induit un premier chiffre ou une première statistique, elle a tendance, on a beau la corriger après, l'effet qui se coule, on va dire, du début reste là. Oui, exactement. En fait, on a des grands chiffres qui structurent le débat et qu'il est très, très difficile de défaire. Parce que, en fait, ces chiffres-là ont souvent une valeur de convention. Et comme toutes les conventions, une fois qu'elles sont installées, il faut beaucoup plus d'efforts pour les défaire. C'est un peu comme la rumeur, si vous voulez. Oui. Alors, j'aimerais bien quand vous reveniez tout à l'heure et qu'on revienne sur cette notion de malaise, et vous dites première raison du malaise, c'est ce décalage par rapport à la réalité. On va y revenir évidemment. Pourquoi il y a un tel décalage? Tout simplement, vous l'avez dit, parce qu'on ne prend pas. De toute façon, les statistiques ne peuvent pas prendre en compte l'ensemble de la réalité. La réalité humaine, l'humain ne rentre pas dans une case. Je pense qu'il va falloir qu'on finisse par le comprendre, mais c'est difficile à faire comprendre. Merci de le rappeler en ces termes, c'est exactement ça. Et puis, la deuxième chose, et vous l'expliquez dans votre livre également, c'est que finalement, les politiques s'appuient désormais sur ces statistiques pour faire leur politique. Et c'est aussi la deuxième raison, c'est-à-dire que maintenant, elles sont le fondement, le point de départ aussi d'une politique. Et donc là, on arrive sur des politiques qui sont fondées sur des chiffres qui eux-mêmes ne reflètent pas la réalité. Donc c'est un cercle infernal. Et vous savez, j'étais sur un plateau très récemment et un vice-président il a le statut de vice-président d'un grand institut d'opinion m'a répondu mais je ne comprends pas pourquoi vous traitez du sujet statistique, c'est un argument parmi d'autres. Et je dis mais vous vous trompez. Vous vous trompez à deux titres. D'une part parce que vous avez mal lu la première partie, sans doute ne l'avait-il pas lu, et à sa décharge, il n'avait peut-être pas eu le temps. Et puis, il se trompe aussi fondamentalement sur le sens de la production de statistiques. En fait, ce que je veux simplement exprimer, et j'essaie de l'expliquer de manière assez détaillée dans la première partie de l'ouvrage, la statistique n'est pas n'importe quel argument. L'argument statistique n'est pas n'importe quel argument. Dans, on va dire, l'édifice rhétorique, regardez-le dans un débat, par exemple. Lorsqu'un individu, lorsqu'un responsable politique, lorsqu'un journaliste assène un chiffre. C'est la preuve ultime. Voilà, exactement. Il y a une forme le procès est fini. Ouais. Non mais c'est ça. Ouais. Nicolas Boulot appelle cela le préjugé de supériorité analytique. C'est-à-dire qu'il y a un préjugé qui consiste à penser que si un chiffre est indiqué, c'est qu'il est bien établi. Et puis en plus, comme il est très difficile d'en débattre, puisqu'on n'a pas tous les éléments qui environnent la production de ce chiffre-là, en réalité, il est donné pour valeur de. Mais arrêtons-nous là 2 secondes, parce que c'est très important, je pense. Justement. Et ça va dans ce que vous expliquez dans votre livre, c'est-à-dire que c'est cette objectivité du chiffre. On a l'impression que le chiffre est objectif. Alors la statistique, le chiffre en soi, et la statistique devrait pas l'être, mais on la considère comme objective et neutre. En fait, c'est la neutralité du chiffre. Et donc on lui prête cette force de l'argument objectif. Et donc à côté, un ressenti. C'est comme pour l'insécurité, le ressenti de l'insécurité, le ressenti d'une personne qui se sent mal face à quelque chose, ça a l'air d'être comme c'est de la subjectivité. Il y a des biais humains, et les biais humains, aujourd'hui, on a tendance à les considérer comme faibles face aux chiffres, finalement. Tout à fait. Après, il faut bien l'entendre, dans la hiérarchie, si je puis dire, des éléments qui fondent le discours, il y a quand même une différence entre la subjectivité et la production statistique. Je ne mets pas les deux, et fort heureusement, sinon on tolérerait toutes les dérives possibles. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il existe aussi un très 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 grand nombre de biais à la production et à la réception d'une grandeur quantitative. Et ces biais-là, il faut en avoir conscience. Et donc, tout au long de ce livre-là, j'essaye de fournir des exemples, de revenir sur les grands débats qui structurent notre société, pour montrer qu'en fait, ces biais se nichent, se terrent partout, et qu'en plus, ils sont protéiformes, c'est-à-dire que parfois, ils sont cognitifs. Ces biais viennent de notre cerveau, de notre capacité naturelle à percevoir les chiffres. Parfois, ils sont méthodologiques. Ils viennent de la manière même dont on constitue un sondage, par exemple, dont on compte
des phénomènes. Alors, allons-y sur le sondage, vous en parlez, hein, vous consacrez un chapitre au sondage. Une des statistiques reines. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quels sont les biais intrinsèques au sondage ? Ouais. Alors déjà, il faut comprendre que le sondage, c'est une science très complexe. Ça paraît simple, on a l'impression qu'il suffit d'interroger les gens dans la rue. Trois questions. Et puis ensuite de connaître le pouls de l'opinion. Non, déjà, il faut qu'un sondage soit représentatif. Et l'art de la représentativité, c'est un art complexe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, vous savez qu'il n'est pas possible à chaque fois, malheureusement, d'interroger 67 millions de Français, systématiquement. Donc ce qu'on fait, et ce que font les instituts de sondage, on prend des panels. C'est-à-dire qu'on constitue une mini-France, ce qu'on appelle un échantillon statistique. Et c'est dans cette mini-France, on va fixer des critères pour la représenter. Donc on va dire, ce qu'il y a de structurant dans l'appréhension d'un sujet par les individus, c'est leur genre, leur catégorie socio-professionnelle, leur âge. Mais on aurait pu dire peut-être leur taille, leur ascendance, l'ascendance de leur bisaïeul. En fait, il y a bien un choix. Leur horoscope. Pour certains, leur horoscope. Alors, en réalité, ces travaux sont plutôt bien établis, ils sont bien testés. C'est une science quand même. Donc, on choisit ces critères, on ne les choisit pas au hasard. Ils sont bien faits pour ressembler le plus au réel. Mais ça induit un certain nombre de conséquences. Et donc, déjà, le premier élément qui peut perturber une mesure, c'est la représentativité. J'en appelle à la vigilance des auditeurs. Alors, je sais que vos auditeurs sont particulièrement vigilants. Il suffit de lire leurs réactions, la manière dont ils accompagnent vos propos. Typiquement, et j'ai rien contre cette émission, Cyril Hanouna dans TPMP dit nous allons sonder le public pour savoir ce qu'il en pense, et qu'il en conclut. Regardez, 88% des Français pensent que. Parfois, il dit ça. Au lieu de dire 80% de mon public. Son public ne ressemble pas, je vous garantis, il est très, très éloigné des Français. Et donc, là, conclure d'un échantillon non représentatif une vérité générale quant à la population française, c'est fallacieux, et ça arrive, en fait, plus souvent qu'on ne le pense. Pas chez les instituts de sondage, qui sont tenus par des règles méthodologiques précises. Et puis ensuite, il y a plein d'autres choses, la manière de penser une question, l'ordre d'une question. Vous savez, en psychologie, si je veux manipuler un individu, par exemple, on a ce qu'on appelle l'escalade des oui. Si je veux que vous me donniez de l'argent dans la rue, je vais vous demander l'heure, je vais vous demander si vous êtes une femme, je vais vous demander si vous appelez Clémence, je vais vous demander si là vous êtes en train de marcher, et vous allez me répondre oui, et la probabilité qu'à la 5e question, quand je vous donnerai de l'argent, vous me répondiez oui, est supérieure c'est incroyable. La même question si j'étais venu en vous demandant de l'argent. Et voilà, et notre esprit est ainsi fait. Donc, dans les sondages, c'est pareil. Si je pose 5 questions biaisées d'une certaine manière, la 6e aura... Alors, bien évidemment, c'est pas radical, ça va pas changer. Elle aura un degré différent. Exactement. Mais sauf que le degré ne rentre pas toujours dans les cases des réponses, donc on est obligé de passer carrément à la réponse un peu excessive. Par exemple. Ou de répondre de manière un petit peu orientée. Donc, il y a toutes ces subtilités, et puis je développe cela un peu plus. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on ressent encore un tout petit peu sur les sondages. Vous parlez aussi du fait que ils sont censés refléter l'opinion, mais au final, ils sont aussi performatifs, c'est-à-dire qu'ils créent l'opinion. C'est très, très important. D'ailleurs, c'est ce qui fait que... Mais c'est le problème, là, on parle des sondages, mais ça peut être le cas aussi des statistiques. En général, je veux dire, on peut prendre... Bien sûr. Alors, les sondages, notamment, je parle des sondages, parce qu'il y a différents types de sondages. Si finalement, on fait un sondage pour savoir si vous préférez les tables oranges ou les tables vertes, ça a peu d'incidence sur le réel. Ça en aura peut-être un très marginalement. En revanche, à l'orée d'une élection et d'une élection importante, oui. Parce qu'en fait, et c'est d'ailleurs une partie du problème lorsque on ne comprend pas pourquoi il y a un tel décalage entre les votes parfois une semaine avant et le vote final. Parce qu'en réalité, cette dernière information a lourdement structuré le débat. Les individus disent... C'est ce que explique bien Éric Zemmour dans son dernier livre. Et lui, il dit qu'il est victime de ces sondages performatifs, finalement. Il a pu l'être, comme d'autres ont pu l'être. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux effets. Pour donner un exemple très simple, un candidat qui caracole en tête, ses supporters peuvent dire « Bon, l'élection est faite, je ne vais pas me déplacer ». Et donc, on peut se retrouver avec des effets qu'on appelle d'anti-réalisation. À l'inverse, un candidat qui est challenger, qui serait deuxième dans les sondages, va fortement mobiliser son électorat qui dira « il suffit que je me mobilise et on sera premier ». Et vous voyez comment le sondage a eu une incidence directe sur le réel. Et d'ailleurs, c'est pour cela que certains pays, on a des règles déontologiques, voire même des lois qui sont différentes selon les pays. Certains pays considèrent qu'on peut publier jusqu'au jour même, jusqu'à la sortie des urnes. D'autres cessent quelques jours avant, d'autres bien avant. Et cela, ça dépend de la manière dont politiquement on accepte ce risque de réalisation performatif. Alors, il nous reste peu de temps, et je voudrais qu'on revienne d'abord sur finalement cette évolution de la statistique, et à quel moment elle a pris une place si importante dans notre société. Vous l'expliquez, c'est depuis l'État-providence notamment.
Oui, absolument. En fait, c'est le fruit d'une longue histoire et j'invite le lecteur à consulter la première partie de l'ouvrage. Et l'État-providence, ça a été un renversement puisque tout d'un coup, il y a eu un rapport quantitatif très fort entre le citoyen et son État. Puisque historiquement, au Moyen-Âge, par exemple, si vous prenez le système de servage, c'était très décentralisé. Il y avait un seigneur et le seigneur connaissait ses serfs. Donc, il n'avait pas besoin de statistiques sur son servage. Alors, il avait quand même des chiffres, mais il n'avait pas besoin de la même puissance statistique. Lorsque c'est l'État, c'est-à-dire une entité artificielle, désincarnée et très large, et qu'elle a des devoirs quantitatifs, puisqu'elle sert de l'argent, elle redistribue l'argent, elle est obligée de mesurer très précisément, puisqu'elle mesure dans le cadre de la loi. Et donc l'État-providence a précipité effectivement l'emploi, l'usage et l'omniprésence de la statistique dans les systèmes démocratiques. Oui, mais et si on pousse un petit peu plus loin, est-ce que finalement, alors là, on sort seulement de la question statistique, mais finalement, l'ère du tout, des données, on va dire la quantitativité, enfin l'ère du chiffre, finalement, est-ce qu'elle ne tend pas à remplacer le politique ? Je pense que le politique prend appui sur le chiffre. Parfois, effectivement, le politique s'écrase sur le chiffre. Donc vous avez raison. Et là, on a un effet de remplacement. On l'a bien vu pendant le Covid, par exemple. Rappelez-vous du Covid. Comment la politique du Covid a été faite ? On a un président qui nous dit « nous sommes en guerre ». Nous attendons tous de grandes manœuvres. Et on a été une météo Covid. Avec des petits chiffres sur une carte de France. Tous les jours. Exactement. Et tous les jours, on nous servait des chiffres très simples, qui d'ailleurs, et j'en parle, il y a une petite incise sur la question du Covid, qui n'étaient pas les bons, parce qu'on ne donnait pas les taux de positivité, on nous donnait des chiffres absolus. Tout à fait, vous revenez dessus. Ce qui était en plus pas la bonne manière de communiquer. Oui, non, mais peut-être la bonne manière pour eux. Là, c'était peut-être un biais souhaité. C'était peut-être a priori. Moi, je pense qu'il y a des gens tout à fait intelligents au gouvernement, donc il y a eu une partie du choix qui était tout à fait souhaitée. Et ce qui était intéressant, en revanche, rappelez-vous la manière dont la politique a été faite. Le gouvernement disait, si le chiffre des contaminations atteint tel palier, alors s'en suivront telle mesure. C'était comme ça. À 500 000 par jour, nous aurons le confinement. À 700 000 plus 50% plus un R supérieur à 1, nous aurons telle mesure. Et en fait, le chiffre guidait systématiquement. Il y avait une forme d'algorithme derrière. Tout à fait. Alors, c'était une manière de communiquer. Je pense qu'effectivement, dans la communication gouvernementale... de montrer qu'on maîtrise. Exactement. On montre qu'on maîtrise, on montre que les décisions qui sont prises ne sont pas le fait du prince. Exactement. Et c'est pour cela que les démocraties contemporaines dépendent autant du chiffre. Parce qu'en fait, elles leur donnent une forme d'assise, de justification à l'action politique. Oui, mais c'est là où je dis finalement, vous l'avez repris en l'exprimant mieux, en disant finalement le chiffre écrase le politique. Mais c'est vrai que peut-être qu'un gouvernant qui a un cap politique avec une colonne vertébrale politique n'a pas besoin de s'appuyer sur tel ou tel chiffre ou tel élément et peut assumer une politique avec un cap. On le voit, regardez la NUPES ou la LFI, font tout politique et se fichent même du chiffre. Il faut se méfier, le chiffre est utile parfois, c'est-à-dire qu'on peut on n'est pas obligé. Non, mais bien sûr. Se détacher parfaitement, c'est aussi la possibilité de raconter n'importe quoi, c'est-à-dire dénoncer des contre-vérités. Donc en fait, il y a un subtil équilibre à trouver. Le chiffre n'est pas condamnable en lui-même, simplement il nécessite une éducation et une responsabilité. Alors ça, vous y revenez, c'est votre dernière partie et on va terminer là-dessus sur l'éthique de la statistique que vous proposez. Peut-être avant, une dernière chose, puisque vous revenez sur cette période de Covid et ces chiffres, le nombre de morts qui étaient énoncés tous les jours, etc. Je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes sur ces litanies des chiffres qui nous sont déversés tous les jours et que vous l'expliquez très bien, je crois que c'est en introduction. Finalement, le cerveau humain n'est pas fait pour analyser. Finalement, je crois que vous dites il y a une théorie des 7 ou des 9. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Plus ou moins 2. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis à 7 et 9. Oui, mais moi, j'y arrive pas. Non, je suis particulièrement mauvaise en mathématiques, mais on a du mal finalement à appréhender ces chiffres et c'est peut-être aussi voulu. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi une façon de nous impressionner, mais on n'arrive pas trop à capter le message. Oui, en fait, en sciences cognitives, il est très bien établi que le cerveau humain sait manipuler 7 plus ou moins 2 entités. Je vais vous donner un exemple. Mais ça veut dire quoi, ça, 7 Je vais vous donner un exemple très très simple. Par exemple, un numéro de téléphone qui est 7 plus ou moins 2, ça veut dire entre 5 et 9. Donc, plus de 9 chiffres, vous êtes à peu près, le commun des mortels est incapable de s'en souvenir le soir. Vous me rassurez. En revanche, à peu près tout le monde. Ou alors, et ça c'est bien démontré aussi, si je vous mets un cache, derrière ce cache, il y a 3 verres. Vous n'avez pas besoin de les compter, de les dénombrer pour savoir qu'il y en a 3. C'est-à-dire votre esprit est capable de voir tout de suite qu'il y en a 3, sans les compter. À 7, vous êtes capable de savoir aussi. À 9, certains individus sont obligés de compter, d'autres perçoivent immédiatement qu'il y a 9, par des principes de symétrie. Si j'en mets 11,
presque personne sur Terre est capable. Et donc tout le monde va devoir compter. C'est-à-dire entre 9 et 11, on ne sait pas. Et ça se répète sur beaucoup de choses. C'est un exemple qui montre que notre cerveau, c'est une machine. Cette machine, en fait, elle a une rationalité. Elle est limitée. Oui, mais dans la nature, ça suffit en réalité. Oui, c'est ça, oui. Et pourquoi ? Parce que la nature a un subtil équilibre à trouver entre la réactivité, la capacité d'exécution, parce que la nature, il faut se sauver. Oui, c'est ça. Voilà, et la subtilité. Et donc, nous, on a trouvé... Pas rentrer trop dans l'abstraction, finalement. Il faut savoir se sauver face au danger. Imaginez-vous si dans la forêt primitive, il fallait compter systématiquement et qu'on ne pouvait pas percevoir 5 entités. D'urgence. Ça serait probablement très problématique. Donc voilà, cette machine cognitive, cette machine cérébrale, comment elle est constituée. Donc effectivement, nous ne sommes pas faits pour recevoir de la donnée mathématique. Enfin, autant en tout cas. Oui. Alors, la donnée moyennement complexe, nous ne sommes pas faits pour la recevoir. Et donc, on a échafaudé déjà la science mathématique, et puis au-delà, qui est une théorie du symbole en réalité, de la manipulation du chiffre en tant que symbole. Et là, nous sommes beaucoup plus à l'aise avec le symbole, la manipulation symbolique. Et puis, à côté, un certain nombre de méthodes de représentation, typiquement la représentation graphique, qui nous permet de voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Et je donne plusieurs exemples dans le livre, si on nous donnait des tableaux de chiffres. C'est très intéressant. Alors, et venons donc à votre proposition, puisque vous nous dites, voilà, les chiffres ont des biais également. Finalement, il faut savoir les interpréter, enfin les statistiques notamment. Et vous proposez cette éthique de la statistique. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Oui. En fait, on est, à mon sens, et je l'ai un peu expliqué, dans un moment d'irresponsabilité. Le chiffre, et vous l'avez très bien dit, très bien compris, n'a jamais eu autant d'importance pour des raisons de légitimation qu'on expliquait, puisque les politiques publiques prennent appui dessus. Et dans le contexte de l'État-providence, ou en tout cas de ses continuations. Mais paradoxalement, beaucoup des chiffres que l'on manipule, et j'essaie de le montrer lors de ce livre, sont erronés pour les raisons qu'on a indiquées. Et donc on arrive à une situation très paradoxale. Il n'y a pas de démocratie qui fonctionne sainement si elle n'est pas correctement armée statistiquement. Donc ça veut dire plusieurs choses. Par exemple, le rôle des médias dans le traitement de la statistique. Aujourd'hui, si l'AFP met un chiffre, vous trouverez 80% des grands médias qui reprendront le chiffre sans aucun regard critique. Ouais. Sauf que l'AFP n'est pas armée de bataillons de statisticiens chevronnés. L'AFP elle-même travaille avec des êtres humains normaux qui ont leurs limites aussi, qui ont leur temporalité. Et on a ces effets d'entraînement, et je le montre très bien sur des cas très précis, où j'ai fait ce travail d'analyse tout à fait. Et de recensement. Rodrigue, vous donnez des exemples très précis. Voilà, de la manière dont les médias ont traité les choses sans aucun regard critique. Parce que le temps est court, malheureusement, vous le savez très bien, et qu'on aimerait tous fournir de l'analyse précise. Ça, c'est un exemple, par exemple. L'exigence aussi de fournir la donnée brute, ce qu'on appelle la donnée brute, c'est-à-dire permettre la reproductibilité. Il est très compliqué de dire 20% des individus se comportent ainsi, et puis d'en tirer des conclusions, sans nous donner les données, sans nous fournir les données, sans fournir aux citoyens les données qui ont servi à cette analyse. C'est une exigence que l'on retrouve dans le milieu académique, mais même que le milieu académique ne respecte pas toujours. Alors imaginez-vous les chiffres qui sont produits dans le débat. Non, quand un institut publie, il doit donner ses données brutes, de manière à ce qu'on puisse voir les traitements. Il doit donner les méthodologies qu'il a employées. S'il a enlevé une catégorie de population, il doit le dire. S'il a fait une hypothèse de regroupement, il doit le signifier. Alors, on peut en bas de page, en note, en annexe. Oui, en général, c'est ça. On le sait sur le panel, on le voit sur un panel de tant de personnes, interrogées, machin, en direct ou indirect. Mais même ça, finalement, le biais, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, le chiffre a déjà eu son impact. Exactement. C'est pour ça que je ne dis pas que ça. C'est pour ça qu'il y a plusieurs mesures à la fin. C'est aussi l'intolérance à la fraude. Il faut aussi que nous changions. Si on veut être responsable statistiquement, il faut que les fraudeurs, et par exemple en recherche académique, plusieurs travaux montrent, alors c'est très difficile d'avoir le vrai chiffre, mais on parle de quelques pourcents à plus de 15-20% des chiffres qui seraient manipulés dans le domaine académique, dans le domaine scientifique. Alors parfois la manipulation est très marginale. On fait passer un petit seuil de significativité, mais ça peut avoir de grandes conséquences. On s'arrange un petit peu pour rendre le résultat un peu plus impressionnant. Oui, c'est ça. Ça n'invalide pas forcément le résultat en lui-même. Mais on doit être parfaitement intolérant à ça. La fraude n'est pas possible parce que, vous le dites très bien, elle a des conséquences nombreuses sur le réel. D'ailleurs, puisqu'on parle de fraude, vous avez un petit chapitre quand même pour les fact-checkers. J'aimerais bien, puisqu'on a encore 2 minutes pour eux, dans 1 minute, est-ce que vous pouvez revenir sur les fact-checkers ? Vous dites que les fact-checkers aussi se sont trompés. Et oui, je rappelle par exemple le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur le plateau de BFM TV avec un fact-checking en live et la faillite du fact-checking et de tout le monde sur le plateau. Les deux débattants y compris, qui traitaient de la fraude. La fraude aux prestations. Parce que c'était une illustration à la fois
de la difficulté de l'exercice statistique et puis de toutes les subtilités que cela a. Par ailleurs, ça amène les fact-checkers, ils ont un statut particulier puisque ce sont un peu les garde-fous, les gardiens du temple. On a l'impression que grâce aux fact-checkers, on va retrouver cette espèce de rigueur statistique. Et ce que j'explique, c'est qu'en fait, le fact-checking, c'est un sous-segment du journalisme. Et donc, vous regardez d'ailleurs, je vais peut-être conclure sur ça, vous m'avez demandé de le traiter en une minute. Oui, j'inviterai le lecteur à voir le propos développé dans le livre. Le mieux, exactement, c'est d'aller se procurer ce livre qui est absolument passionnant. Vraiment, je le dis à tous, le statistiquement correct aux éditions du CERF. Mais alors, terminez votre conclusion. Le point, simplement, regardez les parcours et les études faites par les fact-checkers. Ce sont des journalistes diplômés des mêmes écoles de journalistes. Simplement, certains ont fait une petite spécialisation ou étaient un peu plus appétents en mathématiques. Ou peut-être même pas, d'ailleurs. Hein. Alors, je vais citer personne, certains pas du tout. Hein. Oui, il y en a qui ne sont même pas journalistes, c'est qui sont devenus fact-checkers. Oui, alors c'est peut-être mieux, parce que certains viennent, par exemple, des milieux du domaine des études, des instituts de sondage, et puis ensuite font de très bons fact-checkers. Mais en fait, c'est très compliqué, parce que l'école de journalisme, le corpus de base, et j'en parle aussi, je l'évoque aussi. À ses propres biais. Voilà, assez bien. Et puis surtout, il est fait d'humanité. C'est-à-dire l'essentiel des cursus journalistiques est plutôt littéraire. Et 95% des étudiants proviennent des filières littéraires. Donc c'est difficile ensuite d'avoir la bonne sensibilité lorsqu'on a évité les maths ou qu'on était un peu moins performant. C'est-à-dire il y a quelques journalistes qui sont tout à fait capables de le faire, et très compétents, qui se forment et qui sont très exigeants et rigoureux. Mais effectivement, c'est pas natif lorsqu'on est journaliste de traiter de la donnée statistique. Eh bien, merci beaucoup Samy Biassoni. Je suis désolée, je vous ai dit 1 minute, mais vous avez réussi à rentrer dedans. Vous avez réussi à rentrer dans une case pour une fois, mais on va pas vous enfermer dans cette case. Vous valez beaucoup mieux. Et ce livre aussi, Le Statistiquement Correct, aux éditions du CERF. Vraiment, j'invite tous nos auditeurs, et vous êtes nombreux à réagir sur ce. Vous le trouvez très très beau et très intéressant sur ce sujet. Donc merci à vous tous et merci, chers auditeurs, de continuer à nous suivre. Voilà, c'était le livre de Samy Biassoni. Je rappelle, docteur en philosophie de l'école normale supérieure de Paris, chargé de cours à l'école des sciences économiques et commerciales à l'ESSEC. Et puis donc, Le Statistiquement Correct.